tous. On va commencer cette conférence. Je crois que plus ou moins tout le monde est arrivé. Alors, je me présente, je m'appelle Loris Bevet, je suis membre de Jeune Consulting dans le département communication et événementiel. Jeune Consulting, juste en deux mots, c'est une association étudiantine micro-entreprise de l'Université de Neuchâtel qui vous propose cette conférence qui a été réalisée et proposée par nos soins. Et on va plus particulièrement parler du télétravail et de ses enjeux et conséquences divers. Nous avons pour cette conférence 5 intervenants. Donc, nous avons Marie-France Tchetchli-Blanc. Je crois que je l'ai petit faux, mais, on va faire avec, je crois. Ça ira, vous en faites pas. Qui est HR Business Partner for Wealth Management Client of Région Suisse Romande chez Crédit Suisse. Nous avons Orphée Château, qui est Project et Événement Manager Campus Relation Suisse Romande aussi. Nous avons Florent Blanc, doctorant en psychologie du travail. Philippe Rudolph, chef du service des ressources humaines de l'Université de Neuchâtel. Et Lucas Santos, coach individuel et formateur dans le cadre de la réinsertion professionnelle. Je laisse donc désormais la parole à Juliette, la co-modératrice de cette conférence. Et je demanderai juste avant à toutes les personnes qui sont en ligne de couper votre micro, sauf si vous devez parler à un moment donné. Donc voilà, merci beaucoup et bonne conférence. Merci Loris. Bonsoir, je m'appelle Juliette. Je suis étudiante en master de philosophie, également membre chez Jeune Consulting en communication et événementiel. Et je vais modérer un peu la soirée avec Loris pour un peu essayer de créer un dialogue. Donc, à ce propos, n'hésitez pas dans le chat. Si vous avez une question, on vérifie le chat régulièrement. Donc, si le public a une question, n'hésitez pas à la poser dans le chat. Et puis, on la vérifiera après chaque intervention de nos invités. Alors, pour commencer un peu cette conférence, comme je vous l'ai dit, on veut créer un dialogue. On veut un peu savoir ce qui se passe avec le télétravail en ce moment. Donc, on va commencer non pas en donnant la parole à nos invités, mais à un peu tout le monde. Et on a fait ça en partageant un sondage, en créant un sondage sur le bien-être au télétravail et en le partageant sur nos réseaux sociaux, donc à toute une communauté universitaire, mais aussi à des gens qui travaillent. Il y a plusieurs points très intéressants qui sont ressortis de ce sondage. Donc déjà, un quart des participants en télétravail sont insatisfaits de leurs conditions de travail. Un tiers sont pessimistes quant à la semaine de travail à venir. Au niveau des causes, il y a plusieurs causes probables. Ce qui est assez surprenant dans ce sondage, c'est qu'on a 85% des participants qui déclarent disposer de tout le matériel nécessaire à leur travail chez eux. Mais pourtant, presque la moitié d'entre eux n'ont pas d'espace de travail dédié. La conséquence, c'est que pour le tiers de nos participants, c'est les distractions du lieu de vie qui sont un grand frein à leur productivité au télétravail. Presque de la moitié d'entre eux se trouvent moins productifs qu'en présentiel. Outre les conditions matérielles du télétravail, c'est aussi les conditions psychologiques du télétravail qui se posent. Parce que l'isolement social, on le sait, on le vit tous, c'est un facteur, c'est quelque chose qui est difficile à vivre dans notre vie professionnelle, c'est quelque chose qui est difficile à vivre aussi dans notre vie associative et dans notre vie étudiante. Donc voilà, 50% des participants ont ce manque de lien social. On a aussi 40% des participants qui n'arrivent pas à maintenir un rythme de travail régulier en semaine. En revanche, et là on a été surpris, au niveau de l'agréabilité du travail, 75% des participants trouvent le télétravail au moins aussi agréable que le travail en présentiel, voire plus. Donc, la balance, c'est pas tout noir ou tout blanc, il y a quand même des résultats complexes. Puis, on a posé cette dernière question, qu'est-ce que va être le futur du télétravail? Alors, la grande majorité des participants
donc plus de 60%, sont en faveur de l'instauration de 2 jours de télétravail par semaine. On a proposé donc de 1 à 5 jours. La plus grande majorité, c'était 2 jours et les extrêmes comptent moins de 6% des réponses. Alors, j'aimerais un peu, à la suite de ce sondage, donner un peu la parole aux spécialistes, savoir s'ils ont des réactions comme ça à chaud. On a notamment un psychologue, Monsieur Blanc, un psychologue du travail parmi nous, enfin un membre de l'Institut de psychologie du travail parmi nous. Est-ce qu'il y a des points déjà, Monsieur Blanc, qui vous ont frappé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise dans ce sondage, dans les résultats de ce sondage? Surpris, je sais pas. En tout cas, il y a une assez grande cohérence avec les points que j'ai relevés vis-à-vis de la littérature, dans le sens où, oui, les conditions de travail ont une grande importance. Et au final, l'argument purement matériel, il suffit pas à expliquer comment les gens vivent leur travail à distance, en fait. Il y a vraiment d'autres facteurs à prendre en compte. Il y a un point en particulier que je voulais relever, en fait. Vous avez mentionné que la moitié des personnes de votre échantillon ont l'impression d'être moins productives à la maison. C'est très intéressant dans le sens où c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment fortement dans la littérature, mais quand on utilise d'autres indicateurs de performance, par exemple les retours des superviseurs ou bien des indicateurs plus objectifs, par exemple des quantités de tâches effectuées ou de la qualité des tâches, eh ben, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment une perte de performance. Parfois même, il y a un regain en fait. Donc, ce sentiment de diminution de la performance, il n'est pas forcément, il représente pas forcément la réalité objective de la qualité du travail des travailleurs, quoi. Très bien, merci. Donc, voilà, on a déjà un premier paradoxe. Ça va être très intéressant de creuser au cours de cette soirée. Je vais te donner la parole, Loris, pour présenter notre première intervenante. Par contre, il va falloir mettre ton son. Pardon. Alors, oui, je vais juste reprendre la parole. Du coup, notre première intervenante est du coup Orphée Château, qui est, comme je le disais avant, Project et Event Manager Campus Relation Suisse Romande. Donc, Madame Château est responsable de projets et d'événements pour la Suisse romande chez Crédit Suisse. Elle gère des projets dans des domaines variés tels que les ressources humaines, le marketing ou encore la communication. Elle travaille également avec les ressources humaines lorsqu'il s'agit de créer des campagnes pour les réseaux sociaux et elle est amenée à créer des événements de recrutement dans diverses universités comme les PFL ou encore l'UNIGE. Elle est également ancienne membre de Jeune Consulting lors de ses années d'études à l'université. Du coup, la première question, je vais vous la poser. Comment avez-vous vécu personnellement et professionnellement la transition au home office? Ensuite, ce sera Juliette qui fera un dialogue avec vous. Oui, d'accord, super, merci beaucoup. Alors bonjour à tout le monde, je suis ravie d'être là ce soir à un événement de Jeune Consulting, étant été moi-même membre de l'association à l'époque où j'étais étudiante. Alors de mon côté, en fait, j'avais pas forcément avant la pandémie, avant l'année dernière, j'avais la possibilité de prendre du télétravail, ce que je faisais entre guillemets pas vraiment, donc j'étais plutôt au bureau. Donc c'est vrai que moi, ça m'a énormément changé. Au niveau personnel, du coup, d'être forcée du jour au lendemain comme ça à être en télétravail, ça a été compliqué pour moi parce que je travaillais à Zurich et en fait, je venais de rentrer de Zurich pour la Suisse romande, ce qui fait que j'avais pas encore trouvé d'appartement en Suisse romande. J'étais à l'époque rentrée chez mes parents en France. Je pense que vous vous souvenez tous que ça a été un peu compliqué à l'époque avec la France, les frontières. Donc j'avais encore mon bureau d'étudiante, vu que j'ai été diplômée en 2017, donc ça remontait pas encore à si longtemps, donc j'avais encore mon propre bureau. J'avais pas vraiment de matériel en soi, mais au moins j'avais un bureau, un laptop, le Wi-Fi qui fonctionnait. Après, c'est vrai que le Wi-Fi était pas stable. À l'époque où j'étais étudiante, j'avais pas forcément besoin d'un Wi-Fi très performant. J'avais pas d'appel téléphonique via le Wi-Fi. J'avais pas de meeting ou ce genre de choses à longueur de journée. Donc, le Wi-Fi m'a posé problème. Après, c'est vrai que moi aussi, de mon côté, quand j'étais au bureau, j'étais quelqu'un de très actif. Je faisais quand même beaucoup de sport à midi, le soir. C'était quelque chose qui
qui allait pas mal dans mon développement, dans qui je suis, dans ce qui faisait que j'étais performante dans ce que je faisais. Et puis du jour au lendemain, j'ai plus du tout pu faire de sport. En fait, surtout en France, on pouvait sortir 1 heure max par jour, à pas plus d'1 kilomètre de chez soi. Donc je faisais des joggings assez anxiogènes avec ma montre où je devais checker que je dépassais pas les 1 kilomètre, que je faisais pas plus d'1 heure. Donc c'était toute une organisation, donc c'était assez compliqué. Après, je pense que c'était pas la faute du télétravail, c'était plutôt la faute de la situation. D'un point de vue professionnel, comme vous l'avez dit, je suis dans l'événementiel. Donc, je fais pas que ça, je suis aussi sous les ressources humaines. Donc, j'ai toute une partie un peu plus liée à tout ce qui est un peu recrutement, sourcing et surtout gestion de projet. Mais une grosse partie de mon poste, c'est de l'événementiel. Donc, j'avais une vingtaine d'événements qui étaient prévus avant qu'on soit en télétravail, entre guillemets, forcé. Et du coup, ça a changé énormément mon métier parce qu'en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à devoir annuler absolument tous mes événements. Et on a dû très vite trouver des solutions en fait pour travailler dans l'événementiel et faire quand même du télétravail. Donc c'était assez, surtout qu'au début, Zoom fonctionnait pas forcément, Skype et Webex, pas l'idéal pour faire des événements. Donc on a très vite commencé à utiliser Zoom. Et c'est vrai que pour ça, on a eu un support très rapide qui a été mis en place par le Crédit Suisse pour qu'on ait Zoom, pour qu'on soit équipé. Mais c'est vrai qu'au début, mon poste n'était pas vraiment fait pour le télétravail. Je bougeais, je prenais le train, je venais sur les campus, je rencontrais les étudiants. Donc, très compliqué. Après, moi, dans mon travail de tous les jours, le fait qu'on soit tous en télétravail a énormément changé mon poste parce que mon équipe est à Zurich, ma chef est à Zurich et je suis toute seule à Genève. Donc, c'est pas des personnes avec qui j'avais vraiment contact puisqu'on pouvait pas se voir, puisque je travaillais avec d'autres gens qui faisaient pas partie de mon équipe. Et du coup, en fait, je me suis beaucoup rapprochée de ma chef et de mon équipe. J'ai eu des contacts réguliers avec eux et mon poste a évolué dans le sens que en télétravail, on était tous au même niveau. Parce qu'en fait, avant ça, tout ce qui était projet ou autre, on se retrouvait dans des salles, on discutait. Si vous étiez basé à Genève, ça faisait pas sens que vous étiez impliqué dans des projets. Il valait mieux être dans l'événementiel, ce genre de choses. Mais être en gestion de projet avec un groupe de projets que vous ne pouviez jamais voir, ça faisait pas sens. Et moi, ça a transformé mon poste dans le sens que maintenant, en fait, on était tous à la maison. Donc, j'ai pu commencer à vraiment gérer des gros projets avec plusieurs personnes parce qu'en fait, maintenant, on faisait tout via Zoom. Donc, à ce niveau-là, moi, ça a pas mal changé mon boulot. Et après, peut-être moi, de manière professionnelle, j'ai plutôt remarqué que j'étais plus performante en télétravail. Après, c'est quelque chose sur lequel, d'ailleurs, Crédit Suisse, en tout cas moi, de nos côtés de notre équipe, ils essaient de nous pousser à prendre des pauses à midi d'1 heure, à pas faire 10 heures par jour, à faire attention, à continuer de faire du sport, à continuer de prendre des pauses pour manger. Parce que moi, de mon côté, au début, c'est des choses que j'ai commencé à sacrifier parce qu'en fait, j'étais chez moi, donc je faisais moins attention. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Eh ben, on va continuer. C'est très intéressant ce que vous dites. Donc, le confinement et le télétravail, ça a chamboulé votre mode de vie. Vous ne pouvez plus faire de sport. Mais on voit aussi que la question matérielle et technique, notamment de la connexion Internet, c'est quelque chose qui vous a impacté. C'est quelque chose aussi qui est revenu dans notre sondage. Et voilà, j'ai l'impression que ça montre que même si on a l'impression que à notre époque, tout un peu peut se faire par Internet, on a quand même besoin d'un contact face-to-face en réel parfois, et que l'inverse peut poser problème au niveau technique. Peut-être qu'on n'est pas encore prêt à passer au tout virtuel. Mais l'autre point aussi assez intéressant, c'est le changement de nature de votre poste. Donc, vous étiez finalement plus proche. Vous étiez plus proche un peu de vos collègues et de vos lieux de travail que vous ne l'étiez avant parce que vous n'étiez plus séparés par cette distance. Donc, oui, ok, c'est assez fascinant. Au niveau, donc vous avez dit que vous étiez aussi en ressources humaines. De quelle manière effectuez-vous le recrutement à distance maintenant? Est-ce que vous avez des stratégies mises en place pour le recrutement? Ça a été aussi tout. C'était assez compliqué parce que du coup, moi, j'ai 2 aspects dans mon poste. J'organise des événements recrutement. Donc, le but, c'était de venir sur les campus,
de rencontrer les étudiants, faire des conférences comme vous êtes en train de faire, par exemple. Puis on avait toujours un networking apéro pour discuter avec les étudiants, voir un petit peu des profils intéressants, même sans avoir le CV. Donc, c'était un peu sur la personnalité. Et moi, il y a une partie de mon poste qui s'appelle sourcing. Donc, c'est-à-dire que je cherche des CV, des profils intéressants pour nos recruteurs. Et c'est notamment quelque chose que je faisais beaucoup au contact. Et parce que tous nos événements, comme vous faites actuellement, on ne demandait pas forcément un CV pour que les gens s'inscrivent, ils venaient. Et puis ensuite, une fois à l'événement, par exemple, on faisait des études de cas ou quoi, on voyait bien un petit peu les étudiants qui présentaient bien ou ce genre de choses. Et puis du jour au lendemain, plus d'événements on pouvait rencontrer les étudiants, plus la possibilité de discuter avec eux. Donc une stratégie que j'ai dû mettre en place, en tout cas au niveau événement, c'est de idéalement faire une sélection sur CV pour qu'au moins on puisse avoir une base sur laquelle on pouvait contacter les étudiants si jamais on voulait discuter avec eux. Et sinon, on se retrouve avec des événements de 60, 100 étudiants. Peut-être certains sont très intéressés à venir travailler au Crédit Suisse, on serait très intéressé par eux, mais on n'a pas de moyen de rentrer en contact en fait. Donc, sélection sur CV, du coup, nous permettait d'avoir ces données, ces contacts. C'est une stratégie qu'on a mis en place. Après, j'ai remarqué aussi que les étudiants, d'ailleurs, étaient devenus beaucoup plus proactifs parce qu'ils n'avaient pas le choix. J'ai l'impression qu'on a été beaucoup plus contactés par email, LinkedIn ou des gens qui essaient de trouver des connaissances au sein du Crédit Suisse pour nous contacter beaucoup plus qu'avant le télétravail. Et au niveau des recruteurs, eux, c'est vrai qu'ils faisaient déjà beaucoup tout ce qui était appel téléphonique pour les premiers entretiens, les premiers contacts. Eux, ce qui a peut-être changé, c'est qu'ils ont commencé à faire plus des entretiens sur WebEx et Zoom. C'est vrai qu'avant, c'était plutôt des appels téléphoniques. Maintenant, c'est un petit peu, voilà, il y a plus cette façon de, voilà, on veut voir la personne. Donc, ça a été un peu une évolution intéressante. Merci. Je vois qu'il y a une main levée dans le public. Alors, je vous proposerai pour l'instant de poser vos questions dans le chat et puis on revient à vous juste après l'intervention de Madame Château. Donc, finalement, au niveau recrutement, si j'ai bien compris, est-ce que finalement, vous avez eu l'impression d'avoir raté des opportunités ou est-ce que vous avez l'impression que parce que voilà, les élèves se sont adaptés, qu'ils vous ont plus contacté sur LinkedIn, est-ce que vous avez l'impression que ça s'est compensé et que finalement ce système marchait aussi? Je pense qu'il y a le problème, c'est que certaines personnes, je pense qu'on a quand même raté des opportunités. Un CV, ça fait pas tout. Surtout que nous, c'est quand même un métier de service. Du conseil à la clientèle, c'est pas que des gens qui n'ont pas contact avec des clients. Il y a quand même certaines personnalités. Je pense que ça n'a pas aidé. On s'est quand même adapté. Après, je pense également que, par exemple, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément une personnalité forte, qui vont vouloir vous courir après sur LinkedIn, ce qui ne va pas forcément marcher. Pour certaines personnes, ça va plus les agacer qu'autre chose, ou à essayer de trouver votre email à tout prix pour vous contacter. Certains étudiants ne sont juste pas comme ça, et ça va très bien aussi. C'est des personnalités qui vont très bien, et c'est des personnes que, du coup, à une présentation, on aurait peut-être brièvement discuté avec eux, on les aurait trouvés super. Mais là, du coup, c'est peut-être des personnes qu'on a ratées, surtout au début, parce qu'au début, on n'avait pas cette mise en place de pouvoir vraiment demander aux étudiants de s'inscrire sur CV. C'est organisé par l'université, sur l'université qui invitait les étudiants. Donc, en fait, nous, on n'avait aucune donnée sur eux. Donc, on faisait notre présentation, on espérait qu'ils l'avaient appréciée, mais on n'avait aucun moyen d'avoir un autre contact avec eux, entre guillemets. Je vois donc un manque de retour. Ok, et ben maintenant, donc sur la question de vos alternatives numériques, donc on l'a vu un peu, la vue des CV, finalement, rencontrer un peu les étudiants par le biais de leur CV et puis se rencontrer par le biais de Zoom. Est-ce que vous aviez d'autres alternatives numériques, notamment pour vos événements? Ce qui est assez sympa encore maintenant, parce que du coup, j'ai tous mes événements ce semestre qui sont virtuels. J'ai tous les événements que je faisais avant. Maintenant, je peux tous les faire de manière virtuelle. Donc, tout ce qui est workshop, panel de discussion, présentation, keynote speech, même des jeux, des online games, tout ça, on arrive maintenant à les faire sur Zoom. Et du coup, c'est aussi pas mal
quand on fait des workshops, par exemple, parce qu'on peut quand même voir comment un étudiant raisonne, comment les personnes font leur présentation. Donc, ça fonctionne assez bien. Ça. Après, c'est vrai que les workshops, ça complique quand même beaucoup la chose, parce qu'on est obligé de faire des break-up rooms, mais bon, on s'en sort. La seule chose qui fonctionne moins bien, c'est les carrières fairs. Je pense que vous connaissez tous, c'est quand vous avez ces stands, ils les ont passés en ligne. Ça fonctionne, c'est pas l'idéal. Après, la seule chose effectivement que moi je remarque qui manque, c'est un peu ces petits moments de networking où on rencontrait, on discutait. Voilà, ça c'est vraiment au niveau événement externe. Après, au niveau événement interne, ben, nos stages, Summer Internship et KR Start, ils ont des formations, des événements également, où là, c'est assez compliqué. Pour vous donner un exemple concret, notre programme de KR Start, donc notre programme pour les gens qui viennent de terminer leurs études, il y a des formations à faire. Puis l'année dernière, avant du coup le télétravail, on avait une toute nouvelle semaine de formation qu'on voulait mettre en place, qu'on a appelé le Be Your Best Training Week. Puis l'idée, c'était qu'en fait, les KR Start étaient tous ensemble pendant une semaine à faire des formations, notamment sur tout ce qui est un peu formation pour apprendre, par exemple, tout ce qui est un peu réduction du stress, sport. On a également un banking game qu'ils avaient à faire. On avait un design thinking, une formation sur le design thinking, des formations sur bancaire, formation sur le bien-être, le well-being, et puis voilà, la gestion du stress. Donc beaucoup de formations, un peu voilà où ils allaient se rencontrer, ils allaient networker, ils allaient discuter ensemble. En plus, c'est super, c'est une semaine où tous les carrières start sont ensemble. Et puis après, on s'est tous retrouvés en télétravail. Donc en fait, on a dû passer cette semaine de formation, Be Your Best Training Week, absolument tout en ligne. Donc ça a été super compliqué parce qu'on s'est retrouvé du coup avec des KR Start qui devaient faire des exercices de respiration devant la caméra. On s'est adapté, mais voilà, il y a aussi tout le côté social. Ils boivent un café ensemble. On avait aussi prévu des moments networking où en fait ils discutent puis ils apprennent un peu plus à se connaître. Donc ce qu'on a fait, c'est on leur a envoyé un colis à la maison. Donc chacun, ils ont reçu un colis personnalisé. Et puis, pour chaque activité, par exemple, on a organisé des one-on-one chats virtuels, puis on leur a envoyé des petites cartes, puis sur les cartes, il y avait les questions qu'ils pouvaient se poser les uns aux autres. Puis on leur a envoyé aussi des petits chips et puis des boissons sans alcool dans le colis pour qu'ils puissent quand même avoir une petite boisson pour rendre un peu le côté social. Donc on a essayé de s'adapter. Il y avait des jeux aussi, des choses sur lesquelles ils devaient travailler. On leur a tout envoyé dans un colis. Et puis ensuite, on a fait absolument toute la semaine de formation en ligne. Je vois, Mais donc c'est vrai que c'est différent. Je vois, donc ouais, vous avez essayé d'axer un peu bien-être, développement personnel, et puis en même temps de les toucher un peu dans leur environnement matériel avec des petits cadeaux. C'est très intéressant. Loris, je te laisse reprendre la main, peut-être pour les questions publiques s'il y en a, ou sinon la prochaine intervenante. Oui, merci. Alors, monsieur ou madame Patrizio Oliveiro Armani, je vous laisse prendre la parole, comme ça vous pouvez poser votre question directement. Non, moi, c'était plutôt pour rajouter sur le même domaine que moi, avant, je faisais la direction d'une entreprise de sûreté et sécurité d'une 60aine d'employés pour une 30aine de contrats où on formait les agents en personne et on faisait tout par papier. Ça nous a amené à être obligés de mettre les horaires sur Agendrix, sur une plateforme numérique, de mettre les budgets sur QuickBooks, sur des plateformes numériques. Ça nous a aussi obligés à réduire des formations. Et nous aussi, on a au Canada, au Québec, des lois spéciales à cause du COVID qui font qu'on peut pas changer nos employés de la façon qu'on veut ou qui font que justement, on peut pas former nos employés comme on veut. Ce qui, nous, de notre côté, les lois ont été beaucoup plus sévères, ce qui nous a apporté jusqu'à, moi, j'ai perdu mon poste. Il y a eu la moitié du congédiement de l'entreprise, puis il y a des formations qui ont même pas pu être faites. Il y a eu des agents qui ont même pas été formés, qui travaillaient dans le domaine de la sécurité. Donc, c'est très dur de s'adapter au monde du télétravail, exemple des métiers de sécurité ou de policiers. On peut pas apprendre ça par télétravail. On peut pas gérer ça par télétravail. Très bien, merci beaucoup pour votre intervention. Eh bien, Laurie, je te laisse prendre la main pour Madame Tchatchli-Blanc. Désolée pour la prononciation. Alors, effectivement, du coup, c'est au tour de Marie-France Tchatchli-Blanc.
peut-être c'est un peu mieux. Titre professionnel du coup. Paris-France, ça ira plus vite, je crois. Ça sera plus simple. Alors, vous êtes spécialiste en ressources humaines pour la Suisse romande et Genève chez Crédit Suisse. Vous conseillez et appuyez les managers pour toute question en lien avec les ressources humaines et aide à gérer les situations dans lesquelles l'employé occupe une place prépondérante. Du coup, je vous pose la première question. Comment est-ce que le Crédit Suisse a vécu le début de la crise? Alors, moi, j'ai envie de faire un lien. Alors, je ne sais pas si c'est judicieux, mais en tout cas, moi, je pense que cette période, je vais m'en souvenir comme tout le monde se souvient, vous savez, aussi du 11 septembre. Moi, je pense alors là, ce n'est pas vraiment une date, mais le mois de mars 2020, je ne vais jamais l'oublier, en fait, parce que c'est quelque chose qui est tellement exceptionnel que c'est une date qui va rester très facilement en tête. Alors, au niveau du Crédit Suisse, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, on nous a dit, vous restez à la maison et il faut travailler. Alors, ce qui a été d'extraordinaire, c'était tout d'un coup, on perd complètement ses repères et la banque, en fait, elle a dû, dans un temps record, faire en sorte que je pense qu'on est arrivé à 90% des gens puissent travailler depuis la maison. En Suisse, hein, je vous parle. Là, en dehors de Suisse, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Moi, je vous parle, on est 15 000 en Suisse. Du jour au lendemain, il y a eu exactement 3 jours d'instabilité informatique. Donc ça, franchement, pour moi, encore aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est ce moment-là, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai été autant fière de mon employeur, en fait. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Alors ça, c'était d'abord une chose, c'est qu'on nous a donné les moyens extrêmement rapidement de pouvoir être efficace, servir à quelque chose. Alors déjà, ça, j'ai trouvé que c'était assez impressionnant. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont dû travailler jour et nuit, là. Donc, il y a eu vraiment quelque chose d'incroyable qui s'est fait. Ensuite, il y a eu le moment où les enfants ont dû rester à la maison. Ça, c'est un autre moment aussi qui m'a énormément frappée. Les enfants ont dû rester à la maison. Et là, le lendemain de l'annonce, notre responsable suisse nous a dit tous ceux qui ont des problèmes pour garder, qui ont des problèmes pour faire garder leurs enfants, vous vous occupez de vos enfants, c'est pas grave et vous serez payés. Ça, moi, je vous dis franchement, ça fait 35 ans, 40 ans que je travaille, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Donc là, vraiment, c'était incroyable aussi. C'est aussi un moment, encore maintenant quand j'en parle, ça me met la chair de poule parce que c'était des moments tellement forts, parce que c'était beaucoup d'inquiétude pour beaucoup de gens. Et ça c'est des événements qui sont arrivés qui étaient assez impressionnants. Après, c'était beaucoup aussi d'organisation qui a dû se mettre en place. Après, c'était qui c'est qui doit quand même revenir. Après, il y avait par exemple qui va chercher le courrier. Parce que bon, la poste, elle continuait. Hein. S'il y a un truc qui a bien marché et puis qui continue de bien marcher, c'est la poste. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la poste? Et puis, quand même, dans certains métiers, il y a besoin d'imprimer. Et s'il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire dans le secteur bancaire, c'est d'imprimer à la maison pour des raisons de confidentialité. On n'a absolument pas le droit d'imprimer. Donc, en fait, là, par exemple, aussi, comment on s'organise. Donc, il a fallu mettre ça en place aussi rapidement pour qu'on puisse répondre aux demandes urgentes qui arrivaient, qui continuaient d'arriver. Il y a eu naturellement aussi la mise en place des mesures sanitaires, parce que alors, chaque fois qu'on allait à quelque part, alors, il a fallu mettre des gels, il a fallu qu'on commence à avoir des masques, il a fallu qu'on nettoie les bureaux. Puis alors après, c'était quelqu'un qui tombe malade, donc tout le monde devait rentrer sur l'étage, on faisait venir les personnes qui nettoyaient. Enfin, ça continue, hein, pour être honnête avec vous, c'est toujours d'actualité. Donc là, de nouveau, des choses qu'on n'avait absolument pas le droit de faire, pas l'habitude de faire. Alors, c'est pas qu'on nettoyait jamais au Crédit Suisse, mais ça n'avait rien à voir. Là, et les gens, ils passaient 2-3 fois par jour pour nettoyer les poignées de porte, partout. Donc ça, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Donc oui, votre lieu de travail était totalement chamboulé. Ouais. Ça a été vraiment… Ouais, je vois. On me pose… Allez-y. Excusez-moi. On me pose la question aussi de la sécurité de confidentialité. Pardon. C'est un élément important de la banque. Est-ce qu'il y a eu des problèmes par rapport à ça avec ce chamboulement? Du tout. Alors ça, pas du tout.
Ça n'a rien créé parce que de toute façon, on est justement, vous voyez, organisé. Comme je vous ai dit, déjà avant, on n'avait pas le droit d'imprimer à la maison, donc ça n'a pas du tout… Non, aucun problème de confidentialité, si ce n'est que j'ai entendu dernièrement qu'on est encore plus attaqué que d'habitude au niveau des emails et des choses comme ça. Je crois qu'il y a encore plus d'impact. Alors, on est beaucoup formés hein, très régulièrement. On nous envoie des mails qui sont des faux mails pour voir si on fait bien attention à ne pas y répondre, à ne pas ouvrir les attachments, parce qu'on est très attaqué. Mais ça, de nouveau, on l'était déjà avant, mais il semblerait qu'il y ait un peu plus encore aujourd'hui. Mais non, il n'y a pas eu de gros problèmes de sécurité du tout. Très bien, donc c'était assez compatible finalement avec le télétravail. Outre ces cyberattaques, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans l'actualité. Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez au bureau auparavant que vous ne pouviez pas faire chez vous? Est-ce qu'il y a eu un changement qui vous a vraiment… Alors là, si on parle de moi, si on parle en général, vous voulez en général là ou bien ma situation? Parce que ça va être un peu différent quand même la réponse là. Plutôt votre situation. Oui, alors ma situation, ce qui a été pour moi extrêmement différent, c'est que je voyageais beaucoup. Donc moi, je suis responsable pour toute la Romandie et donc j'étais tout le temps dans le train. Et là, du jour au lendemain, on m'a dit, tu restes chez toi. Alors ça a été assez perturbant. Alors, je ne vous cache pas qu'au départ, c'était même plutôt super, quoi. Génial, je n'ai plus besoin de voyager, je n'ai plus besoin d'être tout le temps dans le train, de me lever à 6 heures pour être à 8 heures là où je dois être. Enfin, voilà, vous voyez, il y avait quand même des… Au départ, moi, j'ai pas du tout mal pris, c'était nouveau. C'était le gros changement pour moi. Ce qui a beaucoup moins été perturbant pour moi, c'était que moi, donc depuis déjà 5-6 ans, j'avais mon PC tout le temps avec moi. Donc, ça m'arrivait même des fois de travailler aussi depuis la maison. Donc, le fait de devoir déplacer son bureau, ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été perturbant pour moi parce que je le faisais déjà énormément. Ça, je dirais que c'était les deux gros changements qui ont opéré chez moi. C'est-à-dire que, en fait, le gros changement, c'est que je n'avais plus besoin de voyager. Et puis ensuite, ça ne m'a pas perturbé de faire du travail à la maison au départ, en tout cas. Après, on peut revoir je ne sais pas quand c'est que vous voulez que je parle plus, peut-être, de comment j'ai vécu ça, mais en tout cas, voilà, les changements, c'est ça. Merci, on va continuer. Alors, vous aviez parlé aussi des enfants. Alors, je ne sais pas si vous aviez, comme vous travaillez en RH, je ne sais pas si vous avez eu des retours ou par rapport à votre situation personnelle. C'est quelque chose aussi qui est revenu, le fait d'avoir ses enfants à la maison, de devoir s'en occuper finalement. Est-ce que ça a un effet important sur le travail? Bien sûr. Et comment vous l'avez vécu? Voilà, moi, ma situation, c'est que moi, j'ai deux grands enfants qui, pendant cette période, ont les deux quitté la maison. Donc, en fait, ça n'a pas du tout été un problème dans ce sens comme on l'entend. Moi, mes enfants étaient adultes. Et puis, mais ce qui a été quand même d'assez perturbant, c'était le contact avec les collègues. Et les collègues qui ont dû faire l'école, ça, j'ai eu plusieurs collègues qui m'ont téléphoné et qui m'ont dit, mais c'est la folie, une fois qu'on a fini notre journée de travail, il faut qu'on commence celle des enfants, quoi. Et puis des fois, il faut jongler avec les deux. Donc là, il y a eu des périodes quand ils n'étaient pas à l'école, les enfants. Là, il y a eu des périodes assez compliquées pour certains employés qui avaient des petits enfants qui nécessitaient un suivi, quoi, en fait, finalement. Donc, ils faisaient les professeurs en même temps que le travail. Et là aussi, on a eu beaucoup de compréhension de la part de notre management pour essayer aussi de décharger un peu les personnes qui avaient ces problèmes-là. Parce que là, c'est sûr, c'était… Puis, imaginez, il fallait faire à manger tous les jours pour tout le monde. Souvent, c'est des familles qui, à midi, n'avaient pas besoin de faire à manger. Donc, tout ça, c'est du temps qui est pris sur les heures de travail aussi qu'on fait effectivement, quoi, disons. Non, les gens étaient fatigués à cette période. Il y a eu beaucoup de parents qui étaient contents que les enfants reprennent l'école. Ça, je pense que ça a été assez clair chez nous aussi. Ouais. Ouais, finalement, ce télétravail a peut-être mis en évidence un changement ou
nous a montré voilà, notre modèle familial moderne était différent et je pense que ça a fait du bien aussi d'y revenir avec les enfants qui sont retournés à l'école. Loris, est-ce qu'on a des questions dans le public ou alors est-ce que je te laisse reprendre la parole? On reviendra aussi, Madame Marie-France, sur, j'ai trouvé très intéressant à quel point vous étiez fière de votre employeur, des mesures et du soutien voilà, du soutien qu'il a montré. C'est pas mon style d'habitude, mais là, j'ai vraiment ressenti ça. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que je le dis d'ailleurs, parce que c'est pas juste pour faire joli, c'est que je l'ai vraiment ressenti comme ça, en fait. Ouais. Ouais, et ben, je propose qu'on reviendra dessus un peu plus tard. Loris, je te laisse reprendre. Merci. Si jamais, Marie-France, vous avez encore des choses que vous voulez dire, vous pouvez le faire maintenant, sinon je passe à l'intervenant suivant. Peut-être que moi, ce que je voulais partager avec vous, c'était revenir un tout petit peu sur comment j'ai perçu les choses, parce qu'il y a eu quand même une grosse différence, puis je trouve ça, j'ai tellement dit, entre ce que j'ai vécu au départ, qui a été plutôt un espèce de soulagement, parce que du coup, j'avais plus besoin de travailler, c'était quelque chose d'assez cool finalement au départ. Mais par contre, j'avais un sentiment, au tout début, dans les premiers jours, les premières semaines, j'ai eu un sentiment un peu d'être inefficace ou un petit peu de frustration parce que j'avais pas vraiment, je voyais pas tellement mon utilité dans un premier temps parce que ce qui a dû se passer au départ, c'était on a dû très vite se concentrer sur les problèmes informatiques. Donc, les managers et tout ça devaient s'assurer que tout le monde puisse avoir un PC. Il y avait quand même des gens qui n'avaient pas de PC portable encore à l'époque. Il a fallu en trouver. Enfin, on était très orientés là-dessus au départ. Puis après, il a dû s'occuper des clients, annuler les choses qu'on ne faisait plus, les événements qui étaient prévus, dire aux clients comment ça allait se passer. Enfin, il y en a dû vraiment… Et là, du coup, à quelque part, les ressources humaines, les problèmes en ressources humaines, tout au début, ont été un peu mis de côté. Puis j'avais une espèce de frustration. Je me disais, mais j'ai l'impression que je ne sers à rien, quoi, en fait, là. Alors, tout d'un coup, il y a une espèce de déferlante qui est arrivée. Alors là, je l'ai bien senti aussi. Parce que alors là, du coup, il a fallu régler tous les problèmes RH aussi très rapidement, qui sont arrivés petit à petit. Et là, du coup, il y en a eu quand même pas mal, finalement, parce qu'au début, on voit pas forcément tout, comment ça va arriver. Et puis là, j'ai bien compris tout d'un coup que les choses, elles arrivaient, quoi. Et puis là, alors on sert à quelque chose, c'est utile. Là, je me suis sentie valorisée de nouveau dans ma fonction. Il y avait beaucoup de choses à régler comme ça. Et là, j'ai vraiment adoré. Il y a dû y avoir beaucoup de communication sur le Covid, les protections qu'on voulait. On a donné beaucoup d'informations aux gens pour faire attention à leur santé et comme ça. Et puis maintenant, ben voilà, moi, c'est ce que j'aimerais dire, c'est que moi, maintenant, aujourd'hui, je vous dis franchement, moi, j'en peux plus, quoi. Moi, le rester à la maison, me regarder avec mon écran, là, je n'en peux plus. Moi, je suis quelqu'un des ressources humaines et je veux toucher de l'être humain, quoi. Vous voyez ? Vous voulez de l'humain, ouais. Ouais. Et ben, je pense… là, c'est bon, quoi. C'est bon, on a vu ce que c'était. Et là, il faut passer à autre chose, quoi. Maintenant, il faut revenir à du… Là, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret de ce que je dois faire dans mon travail. Mon travail, tous les débuts d'année, je fais des SWOT analysis pour évaluer un petit peu sur quoi on va travailler pendant l'année et comme ça. Et d'habitude, c'est quelque chose que je fais assez facilement. Je connais très bien mes équipes. Ça fait 5-6 ans que je suis avec les mêmes équipes. Je les connais très bien. Et hop, en quelques réflexions, je mets les points là où il faut. J'ai fait ça en ce début d'année, c'était la catastrophe. Je n'ai pas senti ce qui s'est passé, en fait. Je ne sens plus, là, je n'ai pas les gens, je n'arrive pas à sentir et ça me perturbe énormément dans ce que je peux ensuite délivrer, proposer aux managers. Je sens maintenant, c'est assez nouveau comme sentiment, depuis 1 ou 2 mois, là, je sens qu'il manque de l'information, en fait, parce que je ne vois pas les gens. Même par Zoom, même que j'en vois pas mal par Zoom maintenant, parce que de plus en plus, on fait tout par Zoom. Mais ça n'a rien à voir. Il faut qu'on prenne les gens ensemble, qu'on sente ce qui se passe, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu un ras-le-bol général. Et en tout cas, merci pour votre sentiment et de nous avoir partagé ça. On va passer maintenant à Monsieur Philippe Rudolph. Si jamais il y aura des questions encore pour vous, ils pourront les poser à la fin, si jamais.
Voilà. Alors, Monsieur Philippe Rudolph, c'est à vous. Donc, vous êtes le chef du département des ressources humaines de l'Université de Neuchâtel. Vous nous parlerez de votre expérience de la mise en place du télétravail dans une université pour les étudiants, pour les professeurs, ainsi que pour le personnel administratif, et comment vous l'avez perçu et vécu, ce télétravail. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est comment avez-vous géré la mise en place du télétravail à l'université? Merci, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc, peut-être juste un mot d'introduction. Moi, j'ai commencé mon poste à l'université à la mi-avril. Donc, je suis arrivé dans une institution qui était déjà en télétravail. Donc, vous imaginez une prise de poste pour un chef RH. Quand on arrive dans une université vide d'étudiants, vide de collaborateurs, c'était une expérience assez intéressante. Mais la manière dont ça s'est mis en place, déjà à l'université de Neuchâtel, on avait déjà une politique de télétravail depuis 2019, donc on avait un petit peu d'expérience avec ça. Mais ce qui nous est tombé dessus au mois de mars, je pense que c'était d'une toute autre ampleur. Et la première mise en place du télétravail, ça a été en gros improvisé du jour au lendemain, un petit peu comme ça a été dit avant. Il a fallu basculer à distance. La manière dont ça a été géré à l'université, c'est que tous ceux qui le pouvaient ont été invités à travailler depuis chez eux, mais nos locaux sont restés ouverts. Ce qui fait que aussi, pendant cette première période, ceux qui ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas travailler depuis chez eux ont pu avoir accès à leur poste de travail. Et donc, on a fonctionné dans un mode un petit peu hybride, comme ça, pendant quelques temps. Ensuite est arrivée la période où tout le monde avait les enfants à la maison. Donc là, effectivement, c'était d'autres challenges. Donc, nous, pareil, on a été pragmatiques dans la gestion de cette phase-là, avec la priorité aux enfants. Et ce que ça nous a montré, c'est des collaborateurs et des collaboratrices qui se sont, en gros, débrouillés pour pouvoir assumer leur job, faire le travail, en aménageant les horaires, en faisant ça un peu plus le soir. Et donc, coûte que coûte, finalement, rendre le service. Ensuite, tout le monde était content que les enfants puissent retourner à l'école. Ça, je pense que c'était bien pour tout le monde. Pendant l'été, on a une approche un petit peu flexible. Et dès l'automne, on a une approche un peu plus structurée où on a mis en place des plans de présence. Donc, on a demandé à tous nos responsables, là je parle du personnel, hein, de définir une stratégie pour leur service qui définisse qui serait là quand, pour réduire le nombre de gens qui seraient sur le site, mais surtout pour remettre la performance au cœur du dispositif. Si je dois simplifier un petit peu, au début, ça a été improvisé et on s'est débrouillé comme on a pu. Et là, l'objectif, c'était d'avoir une approche un peu plus stratégique, focalisée sur le service qu'on doit rendre à nos étudiants, à nos chercheurs, à nos collègues, et donc vraiment amener nos managers à réfléchir comment on peut délivrer ce service avec ce mode à distance. Et donc, du coup, quand est arrivé le mois de janvier de cette année, et qu'on est vraiment passé encore plus massivement à distance, on a pu construire sur ce même dispositif, juste en étant plus ferme avec nos collaborateurs, sur le fait qu'ils devaient maintenant faire leur travail à distance. Donc voilà, c'est un processus au cours duquel on a appris à utiliser la technologie, les outils de vidéoconférence, mais aussi les outils de travail collaboratif. Donc voilà, ça c'est pas fait tout seul. Pour l'administration d'une université, c'est quand même beaucoup de papiers qu'il faut encore imprimer, signer, transmettre. Et donc ça a vraiment chamboulé les modes de fonctionnement. Mais petit à petit, je pense qu'on a remis en question les anciennes manières de faire, on a adapté aussi les dispositifs et voilà, on apprend ce nouveau mode de travail. Merci beaucoup. Vous avez parlé d'un plan de présence. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement réduire le nombre de personnes sur le site? Et j'ai une autre question. Est-ce que ces stratégies, ces défis auxquels vous avez dû répondre, est-ce que dans le monde universitaire, est-ce que vous pensez que c'est des défis spécifiques par rapport aux défis du monde professionnel ou est-ce que finalement, ils se rejoignent?
Alors, je commence peut-être par la deuxième question. Je pense que nous, on a différentes populations à l'université. Si je pense à nos collaborateurs, je pense que le challenge, il est pas très différent de ce que rencontrent la plupart des entreprises, avec des gens qui ont dû changer complètement leurs habitudes. Si je pense à notre population d'étudiants, là, évidemment, c'est d'autres problématiques. Et donc, nous, on est passé à l'enseignement à distance déjà au printemps. On a fait des examens à distance. Donc ça, c'est encore toute une autre problématique. On y retrouve les challenges technologiques, des gens qui ont ou non pas la bonne connexion Internet ou le bon ordinateur. Et on y retrouve les challenges humains liés à l'isolement social. Mais pour cette population-là, je pense que le challenge il est un petit peu différent. Ensuite, si je pense à nos professeurs qui doivent tout d'un coup concevoir leurs enseignements en ligne ou leurs examens en ligne, quelque part, c'est un petit peu les mêmes challenges que ceux qu'a partagé tout à l'heure la dame du Crédit Suisse, qui a dû basculer ses événements en ligne. Donc, in fine, je pense que ce n'est pas si différent que ça. Par contre, j'ai oublié votre première question. Oui, ma première question, c'était, donc vous aviez parlé d'un plan de présence avec votre personnel. Est-ce qu'il y a des choses concrètes que vous pourriez nous énoncer pour nous expliquer, un peu nous illustrer? Bon, très concrètement, on a demandé à chaque responsable de nous envoyer une planification de qui serait là quand. Ça, c'était l'outil qu'on a utilisé, donc quelque chose de très simple. Ce qui est plus important, c'est l'échange qui s'est créé autour de ces plans de présence, où du coup, le rôle des ressources humaines il était assez central, où on a challengé ceux qui n'allaient pas assez loin dans le travail à distance. Mais surtout, ça nous a amené à les questionner sur leur dynamique d'équipe, comment vous allez faire fonctionner votre service, qu'est-ce que vous mettez en place pour que les gens se parlent, est-ce que vous avez une réunion hebdomadaire avec votre team. Donc là, ça nous a amené sur des discussions qui dépassent finalement le travail à distance, qui sont des questions de gestion. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis ensuite, je dirais que c'est un dispositif qui nous a permis de faire évoluer notre pratique au gré de l'évolution sanitaire. Donc tout d'un coup, un plan de présence qui était valable en octobre, en janvier, il a fallu le retravailler. Ça nous a donné cette transparence sur qui est là quand et comment on gère ces présences ou ces absences, et aussi de finalement savoir combien de personnes on a sur le campus semaine après semaine. Merci. J'ai l'impression un peu ce qui ressort à la fois de votre témoignage puis de celui de Marie-France, c'est que le rôle de la RH, finalement, ça a été un peu valorisé par toute cette transition. Vous étiez un peu au cœur de tout ce changement pour sûrement soutenir et réorganiser ce travail. C'est votre sentiment aussi? Je pense que nous sommes importants de toute façon, mais effectivement, on a été beaucoup sur le pont. Pour définir le cadre, pour accompagner ces mises en place et peut-être plus récemment aussi pour suivre nos collaboratrices et collaborateurs dans les challenges qu'ils rencontrent, qui sont aujourd'hui peut-être plus des challenges humains finalement. On parlait du sentiment d'isolement, de problématiques de santé, de problématiques d'ergonomie pour les gens qui travaillent à la maison. Enfin, il y a toutes sortes de problématiques qui viennent chez nous aujourd'hui. Et effectivement, je pense que les ressources humaines ont eu un rôle clé à jouer. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à l'université, là, au mois d'avril, on avait une task force qui suivait toute l'actualité et le chef RH avait un rôle très important là au milieu. Merci beaucoup. D'ailleurs, est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous avez eu des retours des élèves et des professeurs par rapport à ces modalités? Alors, en tant que chef RH, je ne suis pas directement en contact des étudiants, mais justement dans mon implication dans d'abord cette task force, et puis dans l'équipe qui suit tout ça, j'ai quelques retours. Et à l'Université de Neuchâtel, on a tous les lundis une grande vidéoconférence animée par le recteur pour toute la communauté universitaire, étudiants comme collaborateurs. Et donc là, on voit un petit peu les retours. Moi, ce que je peux dire, c'est que passer les challenges technologiques,
qui finalement trouvent des solutions. On a eu pas mal de stress et d'anxiété autour des examens en ligne, avec là beaucoup d'échanges sur qu'est-ce qui va se passer si ma connexion tombe, est-ce que je suis obligé d'allumer ma caméra, comment est-ce que je peux me préparer aux examens. Donc ça, c'était, je pense, un événement assez stressant. Et donc, on a fait la session de juin en ligne, celle du mois d'août en présentiel, et là, la toute dernière qui était à nouveau en ligne. Et je pense que la dernière a amené son lot de challenges supplémentaires, parce qu'on a une cohorte d'étudiants qui, déjà, n'ont pas vraiment eu d'examen de maturité correct ou traditionnel, qui ont eu un premier semestre d'enseignement, d'abord en hybride, ensuite à distance, et dont les premiers examens se passent comme ça, à distance. Donc là, je pense que le niveau d'anxiété, il était assez élevé. L'autre chose que je peux dire, donc nous, on a un bureau social qui s'occupe au service de nos étudiants, et avec la demande de soutien psychologique, on a vu une augmentation à ce niveau-là. Ça reste des petits chiffres à l'échelle du nombre d'étudiants, mais on voit une augmentation assez significative de la demande. Et pareil pour les questions d'aide financière, avec des étudiants qui ont, pour certains, perdu leur gagne-pain. Donc voilà, on a été pas mal sollicités là-dessus aussi. L'enseignement à distance, je pense que bon, ce n'est pas l'idéal pour un étudiant. Je pense que vous pourrez mieux témoigner que moi de tout ça. Par contre, la possibilité d'avoir accès en permanence, et notamment juste avant les examens, aux enregistrements de tous les cours, d'avoir quelque part cette liberté de suivre les cours où on veut et quand on veut, ça, je pense que c'est une demande qui pourra rester, même si les étudiants seront contents de revenir sur le campus. Tout à fait, je pense qu'on peut tous en témoigner, nous aussi en tant qu'étudiants. On va rester un peu sur cette question étudiante. Donc, la FEN, je pense que vous êtes au courant, la FEN avait demandé que la solution des examens à l'université de Neuchâtel soit repensée. Il y avait des questions de ne pas vouloir allumer sa caméra, il y avait des questions de ne pas compter les examens. Est-ce que vous avez été concerné par ces questions? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus des revendications de cette FN et des études? Ouais. Bon, je pense, moi j'ai retenu, j'étais pas moi dans ces discussions, mais j'ai suivi ça attentivement quand même. Il y a deux thèmes principaux qui étaient sur la table. La première concernant la surveillance des examens. Donc, on a demandé à nos étudiants de laisser une caméra allumée pendant l'examen. Et donc, il y a eu beaucoup de débats là autour sur l'intrusion dans la vie privée des gens qui faisaient ça depuis chez eux. Est-ce que c'est compatible avec les lois sur la protection des données? Et toute la réflexion là autour, je ne veux pas commenter les décisions qui ont été prises, parce que ce ne sont pas les miennes, mais la réflexion là autour, c'était de dire, OK, on passe à distance, mais on veut maintenir une session d'examen qui ait la même crédibilité, le même poids, le même niveau d'exigence que les examens en présentiel. Et à l'examen en présentiel, il y a des surveillants dans la salle aussi. Et donc, c'est là où il a fallu trouver le bon équilibre. Là où d'autres universités ont souhaité aller plus loin et même enregistrer ce qui se passait sur ces caméras, nous, on n'a pas souhaité aller jusque-là. Donc voilà, ça a été tout un échange. Et le deuxième point, c'était de dire, c'est une session d'examen pas comme les autres, il faudrait on va obtenir une chance de plus de les réussir. Chose qui a été accordée pour la session du mois de juin de l'année passée, parce que là encore, c'était nouveau, voilà, il a fallu s'adapter à une situation qui changeait. Et donc, là, pareil, toute la réflexion autour de cette question-là était de dire comment est-ce qu'on est juste, finalement, avec notre population d'étudiants, tout en préservant, encore une fois, le niveau d'exigence. On ne voulait pas une session d'examen au rabais. Et c'est là autour qu'a porté toute la discussion. Et maintenant que cette session d'examen est derrière nous, je pense que le bilan il est plutôt positif. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. On a eu quelques problèmes techniques, évidemment, mais dans l'ensemble.
je pense que c'est allé. Je vous remercie. Donc, sur cette perspective qui a soulevé du débat avant les examens et pendant les examens. Dernière question que je vais vous poser. Donc, on a appris lors de cette interview que en fait, le télétravail à l'université était déjà proposé depuis 2019. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Pourquoi ça a été proposé et comment ça s'est passé avant cette pandémie? Bon, pour nous autres professionnels des ressources humaines, le télétravail, ce n'est pas un nouveau sujet. C'est un thème de société, je dirais. C'est une attente qui existe depuis longtemps, a fortiori dans la jeune génération, et souvent en entretien d'embauche, que ce soit dans mon job précédent ou dans celui-là. La question arrive de nos candidats, est-ce que vous offrez du télétravail? Donc, ça répond à une aspiration de nos candidats, de nos collaboratrices et collaborateurs. Et à l'université, ça a été amené initialement par le Bureau de l'égalité, donc qui s'occupe de problématiques d'égalité des chances entre hommes, femmes et plus généralement la diversité, dans une optique de conciliation de la vie privée et vie professionnelle, pour vraiment donner toutes ces chances aux collaboratrices, aux chercheuses, aux professeurs femmes, initialement, c'était pensé comme ça, de combiner astucieusement leurs impératifs ou leurs priorités de vie familiale avec les impératifs professionnels. Donc c'est de là qu'est née cette initiative, et donc ça a été mis en place au travers d'une directive, une convention de télétravail pour les gens à qui c'est accordé. Et typiquement, on accordait jusqu'à un jour 20% du temps de travail en télétravail, pour autant que le responsable soit d'accord, que la collaboratrice ou le collaborateur le souhaite, et une forme de validation par le service des ressources humaines. Donc, c'est une pratique qui commençait petit à petit à s'installer, qui fonctionnait bien. Ce qu'on a vu évoluer avec l'année particulière qu'on vient de vivre, c'est une évolution peut-être plus libérale de cette pratique, là où la directive telle que je l'ai trouvée, elle était vraiment orientée sur cet aspect de conciliation vie privée, vie professionnelle, et donc il fallait une bonne raison pour obtenir le droit de faire du télétravail. Si je devais aller chercher mes enfants à la crèche à tel moment, j'avais une bonne raison. Mais si je voulais faire du télétravail parce que je suis fan de planche à voile et puis qu'il fallait qu'à midi je puisse aller sur le lac, ça, c'était pas vraiment considéré comme une bonne raison. Et aujourd'hui, on a dépassé ce stade, évidemment, et on se focalise plus sur les conditions du télétravail. Est-ce que vous êtes équipé pour? Est-ce que la dynamique de l'équipe le permet? Est-ce que vous êtes suffisamment autonome dans votre job? Et donc, on a dépassé finalement cette problématique-là. Et je pense que c'est plus sain comme ça. Ok, bon, merci beaucoup, c'est très, très, très intéressant. Donc, on voit que l'UNIN, elle était déjà un peu moderne, elle était consciente de la question du télétravail qui n'a pas seulement rapport à la pandémie. Loris, donc je vais te laisser reprendre la parole. Je pense pas qu'on ait de questions dans le chat, donc peut-être qu'on va passer à notre prochain intervenant. Merci beaucoup. Merci à vous. Non, alors on n'a pas de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, si jamais, à les noter. On les placera au pire à la fin de cette conférence. Alors maintenant, nous allons donner la parole au quatrième intervenant, Lucas Santos. Donc Lucas Santos, vous êtes formateur d'adultes dans le cadre de la réinsertion professionnelle depuis février 2020, à la suite d'une reconversion professionnelle. Après un mois d'activité, cette dernière a basculé en distanciel, d'abord sur Skype, puis sur Zoom, à cause des mesures sanitaires. Du coup, quels impacts le télétravail a-t-il eu sur votre quotidien, professionnellement, mais aussi privé? Merci beaucoup. Premièrement, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, le télétravail a énormément changé ma vie. Je vais commencer peut-être par une petite blague. Quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, j'étais dans le domaine des banques.
Et ensuite, je suis parti dans la formation d'adulte. Donc, j'ai fait la transition costard-cravate à jeans. Et puis ensuite, j'ai passé à training grâce au confinement. Donc, ça, c'était quand même assez chouette, je dois l'avouer, pour ça. Ça, c'est vrai que c'était un des gros changements de ma vie en 2020. Plus sérieusement, ça a eu un impact quand même assez considérable parce que finalement, la formation d'adulte dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on donnait des formations en présentiel, on était uniquement axé sur la formation présentielle, mais un petit peu comme les universités, les hautes écoles, on n'était pas en train de se poser la question est-ce qu'on ne ferait pas des formations à distance. Et puis c'est vrai que là, du jour au lendemain, on a dû accélérer clairement le rythme des formations à distance. Donc ça a demandé beaucoup d'agilité. Au début, c'était difficile pour moi, étant donné que je venais d'arriver dans le domaine, dans l'entreprise, et puis après un mois, on me dit, écoute, voilà, il faudrait que tu restes à la maison. Et puis, vu qu'on est un peu nouveau dans l'entreprise, c'est un petit peu difficile de trouver des tâches à réaliser. Donc, on a dû faire preuve d'agilité et on a dû transformer. En fait, on a fait ça de manière très très rapide en cohésion d'équipe à distance. Donc, convertir toutes les formations finalement qu'on donnait aux personnes en recherche d'emploi du présentiel au 2.0 en fait finalement sur Zoom, enfin sur Skype au début et ensuite sur Zoom. Donc voilà un petit peu pour l'aspect général. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses, donc on va un peu parler de votre quotidien, Lucas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement dérangé avec le télétravail dans votre vie professionnelle, personnelle? Oui, alors les choses qui m'ont le plus dérangé, je dirais, ce qui me manque le plus, je suis clairement dans un état de ras-le-bol parce que voilà, c'est clairement plus agréable. Je suis comme Marie-France qui veut toucher de l'humain, justement, d'être vraiment en contact avec les gens. Et je pense que ce qu'on a clairement perdu avec le télétravail, et c'est le problème du télétravail pour moi, donc il y a des nombreux avantages, des avantages sur le fait de ne pas avoir besoin de se déplacer, de gérer ses horaires de travail comme on le souhaite. Mais pour moi, on a perdu un aspect qui est très important dans le travail, c'est la spontanéité en fait. La spontanéité de croiser tout d'un coup un collègue à la machine à café, de croiser quelqu'un dans le couloir et puis de blaguer avec lui, de parler quelque chose de son week-end, etc. Nous, on a instauré des Zoom meetings 2 fois par semaine, mais du coup, c'est un moment où on doit se retrouver. Du coup, on a moins cette spontanéité-là, on a moins ces échanges-là finalement. Et pour moi, c'est vraiment ça qui me manque. Et puis, par rapport à mon travail directement, c'est vraiment cet esprit de fracture en fait qu'on est en train de vivre aujourd'hui entre les personnes qui sont équipées au niveau numérique. Donc, les gens aujourd'hui, on donne des formations à distance, mais on donne des formations à des chômeurs. Et puis, il faut savoir qu'il y a des chômeurs qui ne sont pas équipés au niveau informatique, donc qui ne peuvent pas suivre les formations. Et là, on est en train de créer une rupture en fait. On est en train de mettre de côté justement. Mais dans tout en général, à cause du télétravail et du 2.0, on est en train de mettre quand même passablement de gens de côté en attendant que les mesures le permettent et puis qu'on puisse reprendre le présentiel. Donc, c'est vraiment ça sur l'aspect personnel, c'est l'aspect spontanéité et puis vraiment cette fracture qui est en train de se créer entre les différentes personnes. Merci. Donc, effectivement, vous parlez de rupture. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à parler d'inégalité, peut-être? Est-ce que le télétravail aurait pas rendu visible peut-être des inégalités sociales parce que voilà, pas tout le monde dispose d'un lieu de travail chez soi, pas tout le monde dispose d'un ordinateur. Est-ce qu'on pourrait parler de renforcement des inégalités sociales par le télétravail, à votre avis? Oui, clairement, ça a clairement contribué à ça. Où finalement, il y a des entreprises, comme on l'a vu, comme le disait Madame Charqui et Madame Château, qui disaient justement que le Crédit Suisse avait quand même fait preuve d'agilité, avait mis en place des choses, l'université aussi. Donc voilà. Mais pour moi, il y a quand même des entreprises qui n'ont pas pris assez en considération quand je discute avec les gens autour de moi. Où voilà, on est en télétravail, rentrez chez vous, que vous ayez une pièce pour travailler ou pas de pièce pour travailler, c'est pas important. On vous donne juste un ordinateur, une souris. Mais là, on se dit, OK, on a donné le matériel informatique qu'il fallait aux personnes, mais derrière, il y a quand même un autre aspect. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis dans un appartement où typiquement, je travaille dans ma salle à manger, où je mange, où je me pose à côté sur le canapé pour regarder ma série Netflix. Donc, je vis presque dans une pièce. Et du coup, ça, au niveau psychologique, c'est vraiment difficile. Et sur l'inégalité, oui, clairement, on est en train de mettre de côté énormément des personnes sur le banc de touche. Alors,
il y a des secteurs, comme la banque, par exemple, qui justement ont développé, sont en train de développer justement de fermer plutôt des guichets pour développer sur le bancomat et d'envoyer les gens sur des bancomates, mais ça prend du temps. Et puis, c'est des processus qui durent dans le temps. Et puis, c'est pas du jour au lendemain qu'une banque annonce, voilà, on ferme les guichets, et puis si jamais il faut utiliser une carte. Les gens sont en train de s'habituer à ça. Et là, on est rentré directement dans le vif du sujet en une fraction de seconde, finalement, du jour au lendemain. Et du coup, oui, je pense que les inégalités sont creusées encore plus, et puis y compris dans le niveau de l'éducation. Merci beaucoup. Si je peux ajouter quelque chose, si jamais. Bien sûr, c'est tellement vrai ce que dit Luca, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que tout le monde réalise bien, c'est que cet événement, cet horrible événement, a quand même donné un coup de boost au télétravail qu'on n'aurait jamais eu si cet événement n'avait pas été là. Il faut quand même juste être clair. Chez moi, une semaine avant, chez nous, une semaine avant, on m'expliquait comment un client n'allait jamais pouvoir comprendre qu'on l'appelle par Zoom. Et aujourd'hui, on en rigole, quoi, vous voyez? Parce que l'avantage qu'on a eu dans cette situation, c'est que le client et le fournisseur de prestations avaient la même problématique en même temps. Tandis qu'avant, on devait expliquer aux managers que finalement, des gens pourraient rester à la maison, ça aiderait. Mais eux, ils voyaient toujours le client ne va pas être d'accord, le client ne va pas être d'accord. Tandis que là, le client, il devait aussi rester à la maison, lui. Il était aussi coincé. Donc, ça a généré aussi quelque chose qui a aidé à ce que tout ça se mette en place, en fait. Parce que sinon, moi, je n'arrêtais pas de dire, hein, ça va nous prendre entre 5 et 10 ans de faire comprendre qu'on arrive à ce qu'on est aujourd'hui. En même pas une année, on est à un niveau incroyable à ce niveau-là. Donc là, il y a vraiment aussi la situation qui a aidé, parce qu'on n'en serait jamais là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais excusez-moi d'avoir coupé la parole, Luca, mais je trouvais que c'était important de dire ça quand même. Merci beaucoup, oui. C'est vrai que le télétravail a mis la pandémie a mis le télétravail dans le débat, et puis c'est vrai que c'est une solution, hein, c'est une solution pour beaucoup de personnes qui travaillent, comme Marie-France, peut-être moins de levées très tôt ou moins de voyages à l'autre bout de la Suisse. On va revenir à vous, Lucas. Vous êtes formateur, donc c'est votre profession. Et donc maintenant, j'imagine que vous le faites en vidéoconférence. Quelles astuces avez-vous développées pour faciliter l'exercice de votre profession dans ces conditions? Alors, au début, quand on a passé en 2.0, on a dû adapter toutes les formations en distance. Donc ça, c'était déjà un gros challenge. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à donner mes formations, moi, je vous avouerai que je suis plutôt le gars un peu one-man show. J'aimais bien être devant dans la salle, de parler avec les gens, d'être dans cet échange-là. Puis c'est vrai que Zoom a complètement coupé ça. Donc casser complètement ma dynamique. Je prône pas mal dans les formations, on parle de communication verbale, paraverbale, non verbale et ce genre de choses. Et pour moi, elle était complètement perdue. J'étais assis derrière mon écran. Pour moi, ça manquait de dynamisme, ce genre de choses. Donc, je haïssais même le télétravail, de donner mes formations à distance. Et puis, un jour, je me suis dit, OK, je vais essayer quelque chose. Donc, j'ai pris une webcam au travail de conférence. J'ai fait toute une installation, un peu bricolage à la maison. J'ai empilé ma webcam sur une boîte de chocolat pour qu'elle soit à la bonne hauteur. Donc, c'était un petit peu le début pour tester. Et j'ai décidé de donner mes formations debout. Et là, ça a complètement transformé en fait mon sentiment face au télétravail, où aujourd'hui, c'est clair que ça a complètement transformé dans le sens où maintenant donner une formation est devenu plus agréable. Finalement, je suis debout, je peux bouger, j'ai mon flip chart derrière moi, donc ça me donne un peu cette impression finalement d'être quand même dans l'aspect dans la réalité, finalement comme si j'étais dans une salle. Donc ça m'a permis de dynamiser un petit peu ça. Aujourd'hui, ça m'a aidé à digérer un peu cette phase de télétravail. Mais je recommande vraiment à toutes les personnes, finalement, quand on donne une conférence, quand on organise un événement dans lequel on avait dû être debout, je recommande vraiment aux gens, mettez-vous debout et puis continuez de le faire pour garder finalement ce dynamisme, de parler par exemple avec les mains. Et puis, les participants ont directement senti la différence, étaient beaucoup plus accrochés finalement que la personne qui est assise derrière son écran. Donc ça, c'est vraiment le conseil. Après, j'avouerai que voilà, je me transforme gentiment en zombie, à force de passer ma vie sur Zoom. Donc je me réjouis quand même de retourner en présentiel.
Ouais, comme nous tous, je crois. C'est vrai que le travail debout, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, c'est une question qui vient de plus en plus, même pour, au niveau santé, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ces problématiques, mais le dos, j'ai entendu dire que statistiquement, tous les gens de notre génération qui travaillent en ce moment connaîtront le mal de dos et que c'était pas une problématique qu'avaient les personnes des générations d'avant. Est-ce que vous avez des réflexions sur ça? Est-ce que vous conseillez, vous, aux gens que vous formez de travailler debout, par exemple? C'est pas un point que j'aborde. Après, je précise toujours que je donne mes formations debout, ce genre de choses aussi, mais c'est pas un point forcément qu'on aborde. Mais en tout cas, moi, j'ai mis un post LinkedIn récemment justement qui a vraiment bien fonctionné justement parce que je parlais de cette problématique-là, des formateurs d'être assis, debout, etc. Et du coup, bah, j'ai vraiment, moi, je recommande vraiment, oui, aux personnes d'être debout pour éviter des maux de dos, ce genre de choses. Alors, c'est clair qu'après, ben, c'est les jambes qui ramassent un petit peu. Après 3 ou 4 mois à être assis derrière ma chaise pour donner mes formations, quand j'ai dû me mettre debout pendant une semaine, je dois avouer que c'est comme si j'avais fait le Tour de France en vélo. Mais voilà, mais je recommande clairement aux personnes d'être debout, ça c'est clair et net. Et puis, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui investissent aussi dans du mobilier, justement, avec des bureaux qui sont automatiques, qui peuvent se lever, se baisser. Donc voilà, mais je pense que encore une fois, c'est une responsabilité aussi de l'employé aussi, mais c'est aussi une responsabilité de l'employeur aussi, derrière de fournir un peu ce matériel-là. Mais je pense qu'après, il faut que les employés simplement aussi fassent la demande pour améliorer aussi ces conditions de travail au niveau ergonomique. Je peux peut-être rebondir sur, si vous me permettez une seconde. Nous, c'est une problématique qu'on rencontre avec le passage en télétravail. Donc, ça a été dit avant, on a des gens qui travaillent sur la table de la cuisine, sur une chaise qui n'est pas faite pour. Donc, ils n'ont pas forcément la bonne ergonomie à la maison. Et donc, à l'université, pour travailler là-dessus, on a organisé un webinaire pour tous nos collaborateurs et collaboratrices sur travail à distance et santé. Et donc, on a couvert différents sujets là-dedans, mais notamment un module sur l'ergonomie. Donc, leur donnant des trucs, comment faire en sorte pour avoir l'écran au niveau des yeux, comment aménager sa chaise ou sa place de travail correctement pour minimiser au maximum l'impact. Parce que voilà, on n'a pas tous à la maison un bureau professionnel, confortable, fait pour. Et si la situation devait durer comme ça, je pense que ce sera un vrai enjeu d'avoir des gens qui travaillent sur leur canapé, sur la table de la cuisine. C'est une problématique que les employeurs doivent prendre au sérieux, à mon avis. Tout à fait. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous organisez des webinaires, si vous publiez des choses en lien avec ce télétravail, nous, on le publie volontiers sur le site de Jeune Consulting. On va revenir à vous, Lika. Dans notre interview, vous nous avez un peu parlé de procrastination. Est-ce que le fait que votre lieu de travail soit aussi votre lieu de repos, ça vous pose un problème niveau productivité ou perception de votre productivité? Pour moi, c'est clair que c'est un gros problème un des problèmes que je rencontre, c'est la procrastination, dans le sens où c'est très, très difficile pour moi, justement, étant donné que j'ai pas une pièce dédiée au travail, d'être dans mon salon. Et puis, quand j'ai terminé, par exemple, je donne ma formation, j'ai terminé ma formation, il est 11h30. C'est vrai que c'est difficile de se relancer dans quelque chose. La tentation, elle est grande. Le canapé qui est juste à côté, tout d'un coup, on n'avait pas fini une série le soir d'avant. Enfin, du coup, c'est difficile pour moi de sortir de ce cadre finalement privé. Et puis, je procrastine quand même passablement. J'ai cette impression-là. Après, c'est vrai que c'est parfois aussi une impression. Finalement, j'ai quand même remarqué ça, où il y a beaucoup de gens qui ont la sensation de procrastiner, qui ont l'impression de moins bien travailler. Et finalement, on voit qu'avec les chiffres ou ce genre de choses, ça fonctionne toujours aussi bien. J'ai beaucoup de mes collègues qui ont un peu cette impression-là, qui des fois ont l'impression de tourner un peu en rond. Mais finalement, ça n'a pas d'impact finalement sur la qualité du travail qui est fourni avec les différentes évaluations de satisfaction qu'on réalise avec les participants. Mais pour moi, en tout cas, c'est vrai que je me sens
psychologiquement, en fait, mon cerveau se met en marche quand je sors de la maison. Comme ce matin, par exemple, j'ai dû aller au travail. Je suis sorti de la maison, j'ai pris ma voiture, je suis allé au travail. J'étais dans un cadre de travail. Après, je suis rentré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça qui manque aussi psychologiquement. Peut-être Monsieur Blanc en parlera tout à l'heure. C'est cet aspect de j'ai vu ça sur LinkedIn, justement, ce vide, en fait, ce sas de décompression, en fait, qui existait quand on faisait le trajet maison-boulot, qui aujourd'hui n'existe pas. Alors, j'ai vu qu'en France, il y a certaines personnes, et puis c'est vrai que j'ai essayé l'autre jour, en espérant que personne me prenne pour un taré chez moi, j'ai pris mon sac à dos, en fait, comme si je finissais ma journée, je suis descendu en bas, j'ai fait un petit tour dans la rue, je suis redescendu, j'ai marché 5 minutes pour me donner un peu, comme pour dire à mon cerveau, voilà, t'as fini de travailler. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que finalement, on relâche un peu les trucs, on est sorti un peu et puis on est sorti on a fait ce sas de décompression. Mais après, c'est des petites choses à trouver comme ça au quotidien pour réussir à moins procrastiner, à vraiment se mettre dedans et puis être dans le train, dans le mode activation cerveau, on travaille, quoi. Merci beaucoup, Rika, pour votre intervention. Je pense que dans beaucoup de points que vous avez mentionnés, on se retrouve un peu tous dedans. Maintenant, je vais passer à Florent Blanc, notre dernier intervenant. C'est moi qui vais vous présenter. Donc, vous êtes assistant à l'université Neuchâtel au sein de l'Institut de psychologie de travail et des organisations. Donc, vous êtes un peu en plein dans le sujet, au cœur de notre propos. C'est pour ça aussi qu'on vous a gardé pour la fin. On a parlé de spontanéité avec Lucas. J'ai envie d'être un peu spontanée avec vous. Est-ce qu'il y a des points qui vous ont marqué, qui vous ont intrigué un peu dans la discussion qu'on vient d'avoir? On a notamment parlé d'ergonomie, de sas de décompression entre travail et vie privée. On a parlé aussi de l'évolution du modèle familial. Est-ce qu'il y a des points que vous voudriez souligner un peu pour l'instant, Monsieur Blanc? Alors, avec grand plaisir, parce que vraiment, ces témoignages, ils sont riches et très intéressants pour moi. Et pour être tout à fait honnête avec vous, depuis le début de la conférence, je prends plein de petites notes justement pour rebondir sur plein d'aspects, parce que vraiment, ça montre que ces nouvelles expériences de travail qu'on vit finalement, même si le télétravail n'est pas forcément nouveau en soi, il me semble qu'on en trouve des traces dès les années 70, ce qui paraît assez étonnant au niveau de l'évolution technologique. Il y a peut-être une nuance que je voudrais apporter dans le sens où, comme ça a été souligné, en fait, on vit aujourd'hui un télétravail, mais pas que un télétravail. On vit aussi une situation pandémique et on vit les deux. Donc, distinguer l'effet du télétravail seul ou de la pandémie, c'est pas forcément aisé en fait. Et également, en fait, on vit une situation de télétravail qui est généralisée. On a vraiment beaucoup de monde qui a dû transitionner vers ce type de travail, ce qui encore une fois n'est pas ce qu'on a vécu par le passé. Donc, c'est aussi des situations qui sont assez particulières en soi dans le type de travail qu'on vit déjà. Pour revenir sur quelques points que j'ai notés, déjà sur l'intervention de Madame Château en début de conférence et différents points qui ont été abordés, en fait, on remarque que le télétravail est déjà pas uniformément représenté dans la population des travailleurs, en fait. C'est principalement le secteur tertiaire qui a accès au télétravail, donc le secteur un peu des services. Donc il y a déjà un effet un peu du type de travail qui est moins accessible pour les secteurs primaires et secondaires. Je rejoins d'ailleurs tout à fait le responsable des ressources humaines à l'Université de Neuchâtel en disant que ça n'a pas forcément de sens de distinguer l'université en tant qu'organisation. C'est une entreprise qui n'est pas isolée de la réalité comme on peut le penser. Et voilà, c'est une entreprise du tertiaire aussi. Il a été aussi évoqué l'exemple des personnes qui font les nettoyages et qui, elles, évidemment, ne peuvent pas vivre ce télétravail. Donc, il y a aussi un effet important qu'on voit, c'est la question de la classe sociale, en fait. On remarque que les personnes à revenus plus modestes sont un peu plus exclues en fait, du télétravail dans leur type de travail même et sont plus exposées au risque d'infection. Ça a été souligné notamment par M. Santos. Vraiment, c'est certaines catégories de la population qui sont plus exclues du télétravail aussi. On a pas mal vu, je dirais, l'importance des mesures organisationnelles en fait pour soutenir ce télétravail. Madame Château évoquait notamment le renforcement des pauses à midi en fait, ça paraît peut-être anodin, mais assurer une structure qui soit saine pour les travailleurs au quotidien, ça fait partie de ce que les organisations peuvent faire pour s'assurer que le télétravail est bien vécu. On a également abordé la question des conditions de travail
que ce soit le matériel au niveau ergonomique, mais aussi au-delà, en fait, où M. Santos à nouveau notait les inégalités dans l'environnement de travail, en fait, qui peut être souvent défavorable. Pour prendre l'exemple de la population étudiante, un rapport du 23 février de cette année de l'OFS indiquait qu'on a 4 étudiants sur 10 qui vivent encore chez leurs parents. Donc pas forcément avec une pièce qui est dédiée au travail et donc au calme. Et encore une fois, il y a un effet de classe en fait où les personnes les plus populaires ont encore moins accès justement à ces choses-là. Aussi sur j'ai trouvé très très intéressant la dimension de l'informel en fait, de la spontanéité, dans le sens où on remarque qu'il y a une dimension de socialisation qui est perdu finalement en fait. Ça a été évoqué avec plusieurs exemples, mais notamment la question du recrutement sans CV en fait. Comment retrouver cette dimension informelle des relations, comment ce côté relationnel non verbal, et comme l'évoquait encore une fois M. Santos, le côté qui est très planifié maintenant. On n'a plus de spontanéité, de rencontres comme ça. Et vraiment, c'est des moyens de socialisation qui, à mon sens, doivent être reconstruits, et que c'est aux organisations aussi de s'engager à reconstruire ces moyens avec des projets institutionnels. À ce sujet, je rebondis sur un élément qui a été évoqué, l'idée que les étudiants finalement ont aussi plus de liberté dans leur organisation avec ce système art vidéo. Alors c'est sûr, et je suis un fervent défenseur de la liberté académique, mais il ne faut pas oublier que la liberté académique a aussi son penchant négatif, puisqu'elle pénalise finalement les étudiants qui ont moins de compétences à se structurer, à se réguler eux-mêmes. Et là, on rejoint les questions de procrastination. En fait, on a une répartition inégale en fait chez les individus de la capacité à se structurer. Et du coup, c'est ces travailleurs-là et ces étudiants-là qu'il faut aussi soutenir peut-être en particulier dans ce contexte-là. Sur la question de la distance, justement, à l'université, on a beaucoup moins de socialisation informelle qui permettait un peu ce soutien entre étudiants et cet apprentissage d'un savoir-être étudiant, plutôt de comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on s'organise, on prend des notes. Et je suis vraiment content en tant que collaborateur de l'université de tout ce qui a été mis en place. Moi, je suis très satisfait de comment ça s'est passé. J'ai déploré un tout petit peu qu'en tout cas, à ma connaissance, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues, mais en tout cas, chez nos étudiants, il n'y a pas forcément eu de solution pour remplacer cette socialisation, même si je dois tout à fait avouer que je travaille sur des projets pour faire ça. Et c'est pas du tout évident, en fait, de transformer cet informel à un ère de numérique qui va être beaucoup plus planifié. Par exemple, on n'a pas eu forcément de tutorat sur les compétences transversales, justement ces compétences un peu intuitives comme ça, de savoir-être, qui est un projet pourtant que le bureau qualité souhaite mettre en place depuis certaines années, parce que j'ai travaillé aussi j'ai eu des échanges avec certaines personnes du bureau qualité. Et ça, je pense qu'il y a des choses où il y a toujours une marge de progression, mais je pense qu'il y a des choses sur la population étudiante en particulier où on peut faire des choses en plus. Mais alors, en tout cas, au niveau collaborateur, c'est parfait pour moi. Et oui. Pardon ? Je vous laisse continuer ou est-ce qu'on enchaîne? Allez-y. Je ne veux pas non plus non, te dire allez-y. Mais c'est aussi ça a été évoqué précédemment, le côté plus proactif de certains étudiants sur la recherche de travail. En fait, à mon sens, ça a aussi le reflet d'une certaine inquiétude qui est accrue par la situation vis-à-vis de l'insertion du marché du travail, qui était déjà potentiellement plus inquiétante. Mais là, je pense qu'il y a aussi quelque chose en plus. De manière générale, il y avait juste deux points que je voulais aborder pour finir. Sur la question de la vie un peu travail, vie privée. C'est certain, la littérature montre que le télétravail a des effets positifs parce que notamment il permet une plus grande flexibilité entre ses rôles privés et professionnels. Et cette situation qui se généralise dans le télétravail où, comme le soulignait le responsable des ressources humaines de l'université, je suis navré, j'ai plus votre nom, vraiment ce focus sur assurer les conditions de travail plutôt que sur décider si le télétravail est légitime ou pas, c'est un changement d'optique que je ne peux que saluer parce que ça a beaucoup plus de sens en termes d'assurer le bien-être des travailleurs. Même si l'analyse des conditions de travail, on est très privilégié à l'université, elle reste assez inégale dans l'ensemble des entreprises. Mais ce risque accru, en fait, cette nouveau modalité de la gestion vie privée et vie professionnelle, elle accroît aussi certains risques, comme par exemple les conflits entre ces deux rôles, par exemple avoir plus d'ingérence du privé sur le professionnel ou inversement,
Également, Monsieur Santos le notait, il y a cette transition entre les rôles en fait qui est plus assurée par des étapes rituelles finalement. Prendre sa voiture, rentrer chez soi, écouter la radio pendant, ben voilà, on n'a plus par exemple ça. Et vous n'êtes pas la seule personne qui m'a décrit en fait cette manière de recréer des rituels personnels. Une anecdote, j'ai un collègue pour commencer à travailler, en fait, il met ses chaussures. Voilà. Et du coup, bah, il y a ce côté d'avoir mis un vêtement qui est différent et qu'on met en dehors de l'espace privé. Il y a aussi cette question un peu de brouiller les rôles. Finalement, on n'est plus certain de est-ce que c'est du privé, est-ce que c'est du professionnel. Et tout ça, c'est des problématiques qui sont d'autant plus fortes pour les personnes qui ont besoin d'avoir, on appelle une segmentation, c'est-à-dire des frontières vraiment nettes et imperméables entre les deux. Et donc, c'est des populations qui sont peut-être plus à risque que les gens qui intègrent très, très bien les deux domaines, quoi. Et notamment aussi sur la question de la vie familiale, je pense que cette crise a aussi un peu visibilisé tout le travail émotionnel et domestique qu'on a à la maison, en fait, la gestion des enfants, la planification, qui est souvent cachée ou pas forcément beaucoup reconnue dans l'organisation un peu capitaliste du travail qu'on a aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est peut-être un bienfait de prendre conscience de ça. Et si je peux terminer sur un peu ce télétravail, je pense que on a tout à fait rassemblé les éléments centraux dans cette conférence sur l'importance des choses à aborder en télétravail, finalement, qui s'inscrit à la fois sur un niveau individuel, avec ces problèmes de se gérer soi-même, la procrastination et peut-être le jugement excessif qu'on a envers nous-mêmes. Cette question de la tâche, en fait, comment est-ce qu'on rend une tâche télétravaillable selon si, par exemple, on a gros besoin d'interdépendance entre les gens, est-ce qu'ils doivent communiquer, comment on le fait? La question organisationnelle, et encore une fois, moi, je peux que souligner là-dessus que l'importance du soutien des superviseurs, des programmes de formation et des différentes aides financières, en fait, pour aider à structurer le quotidien des gens. À noter que le côté de la formation, pour moi, il n'est pas forcément suffisant parce que la littérature montre que, outre donner aux gens le savoir, eh bien, il faut les accompagner dans le fait de l'appliquer, en fait. Et du coup, seulement former, des fois, ça n'a pas les effets autant forts que ce qu'on aimerait. La question matérielle, vraiment la question ergonomique, mine de rien, on l'a souligné, et notamment sur la question, on a évoqué le fait d'être debout ou assis. La littérature n'a pas vraiment des effets clairs sur est-ce que c'est un avantage, parce que être debout, ça peut développer d'autres troubles musculo-squelettiques, mais souligner que la question de la sédentarité est importante, et ça, justement, l'aspect de travailler à son bureau, mais s'accorder régulièrement des pauses pour se lever, s'étirer, c'est des dimensions qui ont un impact concret à court terme et à long terme. Et au final, l'élément qui a été souligné par tout le monde, c'est la sociabilité, en fait. Comment est-ce que l'entreprise s'assure que la sociabilité est maintenue, que les gens ne sont pas perdus dans un isolement qu'on ne repère pas? Et je pense que l'interprétation de la loi sur le travail, elle est peut-être un peu, enfin, le sujet d'interprétation justement, mais les entreprises ont une responsabilité et doivent s'assurer que ces dimensions sont prises en compte dans l'implémentation du télétravail, comme en général dans le travail, même si la loi, ici je ne m'abuse, elle stipule l'idée comment dire, d'une proportionnalité, en fait, selon les effets négatifs. Mais à mon sens, on a tous vécu le fait que ces effets négatifs, ils sont assez forts et qui méritent que les entreprises s'y intéressent particulièrement. Voilà. Tout à fait, merci beaucoup. Vous avez mis des mots sur beaucoup de points qu'on a évoqués. Pour ma part, en tout cas, ça éclaire beaucoup de points, de problématiques du télétravail. Vous avez notamment évoqué donc, des projets pour essayer de faire renaître la sociabilisation estudiantine. Je pense que, vu notre public, on parle quand même dans un contexte universitaire, c'est quelque chose qui nous intéresse tous beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, ou est-ce que c'est un peu secret? Ah non, c'est pas du tout secret, non, non. Alors, on a même du plaisir à les visibiliser. Je peux vous en parler de deux. Un qui est très simple, c'est-à-dire dans notre institut, on a simplement mis en place des séances de discussion informelle. Enfin, on va mettre en place plutôt des séances de discussion informelle avec nos étudiants. On a décidé de le faire sans les professeurs, non pas qu'on veut les exclure, mais plutôt parce qu'on part du principe qu'il y a peut-être une hiérarchie qui peut se créer et qui crée de la gêne ou comme ça. On s'est dit qu'avec les membres du corps intermédiaire, il y aurait peut-être moins cette gêne. Mais juste, voilà, de pouvoir avoir des espaces de discussion et de rencontres entre étudiants, même pas forcément que nous, le corps intermédiaire, on soit là, parce que c'est une demande qu'on nous a fait, voire même, j'ai même discuté avec un étudiant ce matin en cours,
le fait de plus pouvoir rencontrer d'autres étudiants et de plus pouvoir s'échanger des tuyaux, voilà, c'est pas anodin en fait dans la socialisation même de nos étudiants. Et alors au niveau plus institutionnel, au niveau de notre faculté, donc la faculté des sciences, on a un projet pour l'Institut de biologie où des tuteurs qu'on avait déjà employés dans le cadre de tutorat spécifiquement liés à un enseignement pour soutenir cet enseignement et justement travailler sur le côté entre pairs. Ces tuteurs, on les a réengagés, donc c'est un projet qui est vraiment financé et ça c'est une démarche institutionnelle que j'aimerais souligner parce que c'est vraiment génial de pouvoir financer des gens qui finalement vont animer un espace d'interaction avec les étudiants. On parle en l'occurrence d'un serveur Discord, donc c'est encore une fois un outil numérique qu'il faut réapprendre, ma foi. Mais donc voilà, de nouveau, c'est l'institution là qui finance le soutien entre pairs pour dire, voilà, vous avez une fois par semaine un espace d'1 heure où vous pouvez discuter entre étudiants, vous avez des vieux étudiants qui vous apprennent les tuyaux. Et voilà, je pense que c'est vraiment, ça paraît assez intuitif, enfin non pas intuitif, mais simpliste comme idée de dire juste, voilà, on donne 1 heure. Mais je pense qu'en tout cas, nous, on va suivre très activement si ce projet fonctionne, quel retour il y a, et monitorer un peu l'effet, parce que la question de l'isolement, tout le monde la vit, étudiants, travailleurs, et je pense que c'est des projets assez simples, mais qui peuvent potentiellement faire la différence. Ouais. Merci beaucoup. Effectivement, Discord, qui, il me semble, à la base, est une plateforme dédiée plutôt aux jeux vidéo. Donc, je trouve ça intéressant hein, qu'on se réapproprie des outils plutôt à l'écart hein, du champ un peu commun des outils dans ce cadre du télétravail. J'ai une question dans le chat qui me semble intéressante. Donc, on a une étudiante étrangère qui est arrivée en Suisse en espérant découvrir le pays, apprendre la langue, la culture, et donc elle se retrouve un peu désemparée, j'imagine. Elle a du mal à se comprendre un peu avec ses camarades. Est-ce que vous avez un peu des vues sur ce que peuvent ressentir les étudiants étrangers qui voulaient mener une expérience et qui se retrouvent dans cette situation? Alors c'est drôle parce qu'il me semble que c'est un article Arc Info qui est sorti il y a moins de 2 semaines sur justement ces étudiants étrangers qui sont arrivés chez nous, qui en l'occurrence voilà, vivent encore avec plus de désarroi parce qu'ils ont moins de soutien social direct. Et je pense que, en tout cas pour l'université de Neuchâtel, mais je pense que les autres universités ont aussi ce genre de programme, il y a plusieurs choses qui peuvent permettre un peu de soutenir, de quand même trouver cette culture. Là, c'est peut-être une fleur que je vous fais, mais encore une fois, les associations étudiantes, c'est des structures qui sont peut-être plus formelles, mais qui offrent une socialisation qui est différente en fait. Et rejoindre une association, c'est coûteux en temps, mais ça permet peut-être ces échanges différents. Et bon, juste l'anecdote du psychologue du travail, c'est un très bon effet sur le CV et sur l'employabilité après coup. C'est aussi un intérêt différent, mais c'est clairement l'aspect associatif. En tout cas, l'UNIN propose des tandems. Donc, en termes de langue, ça peut aussi peut-être aider. Et je sais que le tandem informatique a vraiment, enfin, le tandem en ligne a été lancé et fonctionne, il me semble, assez bien, même si j'en ai pas fait l'expérience moi-même. Après, c'est clair que bah, ils vivront pas la même expérience que tous les étudiants ont vécu jusque-là en présentiel. Après, j'espère et je pense personnellement que c'est pas une expérience qui sera, je dirais, moins intéressante parce que le rapport à la matière, il est là. Les professeurs, en tout cas autour de moi, se forment de plus en plus et ont de plus en plus d'aisance à créer des petits quiz, à lancer des discussions. Donc, je pense qu'on va plutôt vers le mieux à ce niveau-là. Et bah, je peux pas vraiment dire autre chose que ouais, utiliser les moyens de socialisation qui sont déjà en place, parce que vivre un semestre académique en étant seul, c'est pas vivre l'université en fait. L'université, c'est une communauté. Merci beaucoup et on souhaite bien sûr un bon courage à tous les étudiants et bien sûr les professionnels qui se retrouvent dans une situation sociale difficile et une petite pensée aussi aux étudiants étrangers. Voilà, on vous soutient. Je te laisse la parole, Loris, pour clore un peu la discussion, voir s'il y a des questions. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Belin, c'était très intéressant. Oui, vraiment. Du coup, moi, je vais clore un peu cette conférence. Est-ce qu'il y a des questions du public? Si oui, vous pouvez sans autre
enlever votre micro, enfin découper votre micro et puis prendre la parole si nécessaire, ou d'autres intervenants, enfin des intervenants qui voudraient rebondir sur d'autres sujets, reprendre un peu la parole. Moi, j'ai juste Oui. une question étant donné qu'on a des personnes des ressources humaines. Aujourd'hui, on est dans une situation épidémiologique qui force justement ou qui incite au télétravail. Donc là, on est dans cette situation-là parce que c'est entre guillemets une imposition, enfin une recommandation du Conseil fédéral. Quand la campagne de vaccination aura avancé et que du coup, ça ne sera plus une recommandation, aujourd'hui, il y a des craintes auprès des collaborateurs qui commencent à émerger un petit peu partout sur le fait que même moi, par exemple, dans le domaine de la formation, on se pose la question, est-ce que pour revenir en présentiel, je devrais être vacciné? Est-ce que pour conseiller mes clients à la banque, je devrais être vacciné? Est-ce que pour donner mes cours à l'université, je devrais être vacciné, etc. Comment est-ce que c'est des choses que vous avez déjà eu à faire? Et puis comment est-ce que vous gérez, enfin, comment est-ce qu'on gère finalement ce genre de craintes-là? C'est un peu les nouvelles craintes qui commencent à émerger avec les différentes rumeurs qu'on entend, avec une vaccination obligatoire, un passeport vaccinal ou ce genre de choses. Alors, merci pour cette question. Je ne sais pas qui des ressources humaines veut prendre un peu la parole. Moi, je veux bien répondre. Alors, c'est naturellement des questions qu'on commence à aborder. On n'a pas de décision. Je ne peux pas vous dire dans quelle direction ça va aller aujourd'hui. J'ai contact avec pas mal de personnes des ressources humaines sur la place de Genève, en tout cas dans les banques. Et oui, c'est des questions sans naturellement jamais parler d'obligation, mais plutôt pour rassurer les gens dans ce sens-là, plutôt, voilà, de mettre ça à disposition. Nous, on avait déjà eu la possibilité d'avoir des tests pour savoir si c'était pas le test PCR, mais c'était le test pour savoir si on avait des anticorps. Donc ça, on a déjà eu, tous les employés de la banque ont pu faire ce test, ceux qui le voulaient. Donc on avait déjà eu ça il y a quelques mois en arrière, je ne me rappelle plus quand, mais ça fait un moment. Et puis naturellement, oui, c'est des discussions qu'on a. Il y a les inquiétudes des gens, il y a de tout. Hein. Il y a ceux qui disent qu'il faut arrêter. Il n'y a pas que des inquiétudes, il y a aussi ceux qui disent que c'est tout du pipeau, il faut qu'on arrête, il faut qu'on retravaille. Enfin voilà. Et puis il y a les autres, comme vous dites, qui sont vraiment anxieux, pour qui c'est un problème. Donc oui, il faut tenir compte de tout le monde en même temps dans une entreprise. Donc, mais voilà, nous, on a aussi beaucoup reparlé de l'importance de la responsabilité de l'employeur là-dedans. Dans les ressources humaines, c'est un petit peu aussi à nous de remettre ça au cœur des discussions. Mais bon, ce n'est pas oublié en ce moment. Mais c'est vrai que peut-être dans le secteur bancaire, il n'y a pas de problème physique en général des gens. Donc, la santé au travail est plutôt la santé mentale. Il n'y a pas tellement d'autres problématiques chez nous. Mais là, pour le coup, voilà, c'est des questions qu'on a moins l'habitude de mettre en avant et de devoir discuter. Et là, voilà, on apprend aussi à devoir parler de ce genre de choses. Ouais. Alors, comme vous le dites, il y en a qui sont vraiment contre. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont été pour et qui disent, après la pandémie, j'aimerais rester en télétravail à plein temps parce que ça m'a permis de découvrir que j'aimais ça et puis que je préférais? Est-ce qu'il y a des retours positifs aussi? Bien sûr, il y aura de tout. Mais maintenant, au début, c'était tout feu, tout flamme. Et puis maintenant, on revient quand même que tout le monde presque maintenant commence à dire il faut que je revienne un peu. Et c'est intéressant, les analyses qu'on a en ce moment qui commencent à émerger, c'est plutôt une approche flexible qui risque d'arriver. Là, je ne sais plus qui c'est qui parlait de 2 jours par semaine. Je ne crois pas trop qu'on va se diriger là-dessus. Je pense que les gens, ce qu'ils apprécient dans l'organisation du travail qu'on a aujourd'hui, c'est cette flexibilité, en fait. Comme on disait, de peut-être, oui, j'ai besoin de faire quelque chose en 3 heures et 4 heures, et puis je n'ai pas besoin forcément de le faire à partir de 18 heures quand tout le monde le fait aussi, ou ces choses-là. Alors, ça va être intéressant, les prochaines discussions, je pense, parce qu'il va falloir quand même, il y a des fois qu'on puisse se retrouver tous ensemble. Donc, voilà. Mais je ne suis pas sûre que ça finisse vraiment vers des modèles très rigides de 1-2 jours par semaine. Ça, je ne suis pas persuadée. En tout cas, dans notre secteur, de nouveau, hein, c'est aussi la flexibilité. Donc plutôt sur une approche un peu flexible. Ouais. Et si jamais je peux être en télétravail aujourd'hui, mais aller au bureau. Voilà, puis j'aimerais bien que ça ne soit pas forcément que le mercredi, mais peut-être un autre jour aussi si j'ai envie, une autre semaine. Voilà, c'est plutôt un petit peu comme ça.
Ok, un imprévu qui pourrait laisser la place à un travail à distance malgré tout. C'est Si je peux une... rebondir peut-être Oui, bien sûr. là-dessus. Moi, les retours que j'ai de collaboratrices et de collaborateurs vont un petit peu dans le sens du sondage que vous avez fait au début. Donc, de garder une partie de travail à distance, je pense que ça va rester. Enfin, certains feront cette demande. Je vous disais plutôt que nous, on avait une pratique avec 20% du temps de travail à distance. Et assez régulièrement, j'entends ce feedback dire « Ah bah tiens, maintenant, on pourrait passer à 2 jours ». Cela dit, je vous rejoins, madame, sur l'aspiration à la flexibilisation. Et nous, on travaille là-dessus, en fait, pour amener différents modes d'organisation du temps, pour donner aux gens davantage de flexibilité. Flexibilité géographique, avec le télétravail, mais flexibilité horaire aussi, avec des concepts d'annualisation du temps de travail ou de semaines condensées, ou vraiment pour travailler là-dessus. Donc, c'est là aussi un nouveau terrain d'expérimentation qu'on va tester cette année. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres commentaires. J'ai vu que Florent, Monsieur Blanc, vous avez une réaction à un moment. Est-ce que vous voulez nous parler? Vous avez peut-être une question? J'avais 2 remarques sur cette question de la flexibilité. C'est certain qu'elle apporte un avantage. Moi, la seule chose que ça m'évoque, enfin non, une chose en plus que ça m'évoque, c'est que en fait, ça va aussi dépendre des travailleurs en eux-mêmes et de justement cette préférence, soit à plutôt segmenter, soit à plutôt intégrer ces sphères. Et je pense qu'il y a aussi peut-être un suivi à faire pour les personnes qui ont besoin de cette distinction de manière forte. Je pense que vraiment, il y a des gens qui sont ravis de ça, et pour ma part, j'en fais partie. J'aime beaucoup cette flexibilité, mais je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir aussi soutenir les gens qui ont besoin de ce cadre travail, vie privée coupée. Mais certainement qu'on va aller vers cette flexibilité. Et en ce sens, au niveau des quantités dont on parle, 2 jours, 3 jours, etc., la tendance qu'on voit plutôt dans la littérature, c'est de dire que le télétravail a des effets bénéfiques notables et vraiment forts, mais que ces effets bénéfiques sont plutôt réduits quand on a un temps de télétravail qui est trop long, en fait. Donc, pour le dire peut-être trop simplement, mais trop de télétravail tue le télétravail, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je suis assez d'accord avec cette idée à la fois de favoriser cette flexibilité, mais de pas l'étendre à l'ensemble de la semaine, mais de garder des périodes un peu plus réduites, parce que vraiment, c'est dans ce modèle-là qu'on observe les effets bénéfiques les plus forts, que ce soit sur la satisfaction au travail, le sentiment de performance, bon, comme ça a été noté, plus la performance peut-être qui est reportée par les superviseurs que par la personne elle-même, mais aussi sur justement ce moins de stress dans la gestion des rôles qui sont liés au privé et au professionnel. Merci beaucoup, Monsieur Blanc. Je pense qu'on va conclure un peu sur vos mots, sauf s'il y a d'autres réactions, n'hésitez pas. J'ai l'impression que ce qui en ressort, c'est que voilà, ce mode de télétravail dans le contexte de cette pandémie, c'est des défis, des challenges, mais aussi des évolutions, des nouveautés, des opportunités. Et en tout cas, sûrement beaucoup de travail pour la recherche, notamment la recherche en psychologie, en ergonomie, et aussi au niveau organisationnel, bien sûr, au niveau des entreprises et des ressources humaines. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette conférence avec vous. On est tous ravis à Jeune Consulting. Et puis voilà, je pense qu'à la prochaine, on peut se dire à la prochaine conférence. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne Au soirée. revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Bonne soirée.